que vous allez bien. Ce soir, Grain de Sable et moi, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir trois journalistes au parcours différents, mais qui ont en commun l'exigence de vérité, la pugnacité et l'empathie envers les victimes d'injustice et plus précisément de pédocriminalité. Nous avons Isa, une ancienne journaliste d'investigation qui travaillait pour une agence de presse parisienne, le Credo, qui était spécialisée dans les faits de justice et de police, et à ce titre, elle menait des enquêtes. Elle s'était intéressée à un procès mettant en cause une femme qui, suite à sa plainte pour l'inceste subi par ses enfants, s'était retrouvée sur le banc des accusés. Consciencieusement, elle écrira des comptes rendus d'audience relevant les incohérences et l'inversion accusatoire subies par la maman. Elle nous parlera de ce procès et des conséquences sur sa vie. Bonsoir Isa, nous vous remercions d'être là car votre témoignage est important parce qu'il fait la démonstration de la protection dont bénéficient les réseaux pédocriminels dans les institutions et judiciaires éventuellement. Il y a aussi Donde Vamos qui, après avoir exercé en presse écrite durant quelques années, a compris que l'espace de liberté pour enquêter et écrire sur la pédocriminalité était limité. Elle avait le choix d'ouvrir un blog afin de proposer ses enquêtes. Son site est une référence et une source d'information importante sur les réseaux pédocriminels, mais pas que. Elle y propose aussi des dossiers d'enquête sur, par exemple, le contrôle des masses et ses origines, les fomenteurs du nouvel ordre mondial ou alors les responsables de la sexualisation des enfants. On lui doit aussi récemment la traduction des vidéos témoignages des survivants d'abus rituels du collectif 50 Voices. Bonsoir Donde, nous sommes ravis que vous ayez accepté de participer à des échanges et de nous partager votre expérience. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Et aussi, Jacques Thomet est présent. C'est un journaliste qui a travaillé au sein de l'AFP pendant 30 ans, d'abord comme correspondant dans différents pays et ensuite en tant que rédacteur en chef. Et à sa retraite, il a continué d'enquêter. Par exemple, il a écrit un livre sur la captivité d'Ingrid Betancourt. Mais c'est plus tard qu'il prend connaissance de l'affaire Outreau, mais très vite, il y voit de l'injustice et des anomalies. Alors il se met à éplucher les 30 000 pages du dossier et enquête durant 2 ans. Ça deviendra son combat, car en plus de son livre intitulé Retour à Outreau, contre-enquête sur une manipulation pédocriminelle, il a aussi mené des actions sur le terrain avec des conférences. On peut dire qu'il a été le porte-parole des victimes de l'affaire Outreau, et nous pouvons aussi saluer son dernier livre, La pédocratie à la française, la chute des intouchables, qui a subi une censure, il nous en parlera. Bonsoir Jacques, merci d'avoir accepté de venir et de nous parler de votre travail qui met en lumière l'omerta qui touche le viol d'enfants. Donc voilà, ce soir, nous allons mettre le focus sur cette profession de journaliste et mettre en avant ce soir des personnes qui lui ont fait honneur de par leurs différentes expériences. Alors, pour commencer, une première question me vient. Comment vous avez choisi et commencé votre métier de journaliste? Est-ce que c'était une vocation? Qui commence? Je ne sais pas. On va commencer avec le privilège de l'âge. Hein, Jacques, commence. Alors, Jacques... Vous êtes sûr que je suis le doyen? On t'entend. On t'entend bien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as choisi ce métier? Est-ce que c'était une vocation? Ah oui, c'est depuis tout petit, dès mes premières lectures de Tintin, j'ai toujours voulu faire du journalisme et ça a été réellement une vocation. Et j'ai commencé je suis rentré à l'école de journalisme de la rue du Louvre après un concours et ensuite j'ai commencé à travailler au Provençal, à Manosque, mais aussitôt après mon entrée dans le journal, ma directrice de l'école m'a appelé pour me proposer un poste à l'AFP à Nice. C'est là que je suis rentré. Et puis j'ai pu quitter l'agence France Presse jusqu'à 2006, jusqu'à ma retraite. En fait, ça fait 32 ans d'AFP. J'ai eu l'occasion de diriger pratiquement tous les bureaux d'Amérique du Sud et d'Amérique du Nord. Et donc, c'est après ma retraite, en 2011, que j'ai découvert, lors d'un symposium à Paris-Panthéon, où se trouvait Shérif Delay avec
avec Je garde. Shérif de Lec, il y a une victime de Outreau. l'une Hein. des victimes d'Outreau, l'une des 12 victimes officielles d'Outreau, mais il y en avait beaucoup plus dans les faits, mais on y reviendra. Et avec le film de Serge Garde était présent et il nous a montré une séquence. Là, il y avait beaucoup de témoins et là, j'ai découvert que malgré mon âge déjà pas mal avancé, que j'ignorais totalement l'étendue de ce fléau. Je suis originaire d'un village de l'Est de la France où ce genre de crime arrive, mais on croit souvent que c'est très limité à quelques individus. Et avec cette affaire d'Outreau, comme vous l'avez dit, qui m'a contraint à dépioter les 30 000 pages du dossier, j'ai réellement pris conscience que on avait affaire à une affaire absolument scandaleuse et que ça se répercutait dans toutes les couches de la société. Récemment, je viens de découvrir que dans mon propre village, je connaissais déjà des cas, mais j'en suis déjà à 9 cas dans l'histoire du village aussi atroces les uns que les autres. Alors, vous voyez, c'est quand même étonnant parce que si j'en ai eu conscience que si tard, de l'importance de ce fléau, c'est que les médias, là aussi on y reviendra, les médias n'en ont jamais beaucoup parlé dans l'histoire de la presse. Et c'est à ce moment-là que on peut se rendre compte que il y a une espèce de censure, d'autocensure plutôt. Heureusement, dernièrement, ça commence à changer, mais grâce à des films, comme le dernier film avec Emmanuel Béard ou Muriel Robin, mais à part ces affaires, grand public, le lendemain matin, tout redevient comme avant et les mères sont toujours autant privées de leurs enfants quand elles ont eu le malheur de vouloir porter plainte contre un père incestueux. Excusez-moi, j'étais un petit peu long dans la présentation. Bonsoir Colombe et Grain de Sable, merci beaucoup pour votre accueil et merci pour ce que vous faites parce que c'est très important. Moi, mon histoire est assez classique. En fait, j'étais une jeune étudiante en droit. J'ai eu un bac+5 en droit, un DEA, que j'ai obtenu à Aix-en-Provence avec un très bon professeur de droit public qui était spécialisé dans les droits fondamentaux. Et bon, c'est ce qui a fait que je me suis toujours intéressée au procès et à ce jargon juridique. Quelque part, ça m'intéresse beaucoup. J'aime ça. Paraître fou, mais il y a des gens qui aiment le droit. Et finalement, au moment où je devais passer mon doctorat, en fait, j'étais en première année de doctorat, on m'a volé mon sujet de DEA, de doctorat. Et donc maintenant, la personne qui a mon sujet est professeur de fac avec. Très bien pour lui. Moi, ça m'a permis de bifurquer. Et comme parallèlement à mes études, je faisais de la presse, je travaillais à la presse locale de ma ville, en tant que correspondante de presse, pour commencer. Je me suis lancée dans le journalisme. J'ai été vraiment passionnée par tout ça. Bon, après, j'ai eu l'intermède de mes enfants, j'ai un petit peu arrêté et j'ai repris avec un agent de presse, lui, qui menait des enquêtes. Et c'était vraiment ce qui me passionnait dans ce métier-là. Donc, il m'a envoyé au créneau, on peut dire, pour réaliser plein d'enquêtes sur des affaires de trafic, de marché public, du grand banditisme, des choses un peu dangereuses. Voilà. Et le jour où je lui ai parlé de la découverte de cette affaire à Mendisa, il a eu une réaction qui m'a énormément surprise, en me disant qu'il fallait surtout pas se parler de ça, que c'était dangereux, etc. Et à l'époque, je ne comprenais pas bien, enfin, je ne disais pas trop pourquoi il ne fallait pas en parler. D'autant que lui a été le premier journaliste qui a interviewé Selim, c'est-à-dire le fils de Fourniret. Et moi, je suis restée quand même
sur mes idées. Je voulais, déjà, j'ai rencontré la maman de cette affaire et la grand-mère qui était avocate. Donc, il y avait aussi cette dimension pour moi c'était plus clair pour moi de comprendre ce qui se passait. Parce que dans les affaires de pédocriminalité, on n'a jamais de preuves. Personne ne filme, en fait. On n'a pas de preuves. Ce qui est intéressant de voir, c'est comment la justice traite ces mamans, les enfants déjà, et leur porte-parole, c'est-à-dire souvent la maman. Et là, on se rend compte que la parole de l'enfant n'est pas du tout prise en compte. Au contraire, on dirait qu'il y a une présomption de mensonge dès que ça émane de la bouche d'un enfant. Et on dirait qu'il y a une sorte d'entente des magistrats pour nier la parole de l'enfant et de la maman. Et au fur et à mesure de toutes ces enquêtes, je me suis bien rendu compte que les profils des mamans pouvaient être remarquables, parce que là, dans l'affaire Lisa, dans l'affaire Majani, ou plein d'autres affaires, les mamans sont exceptionnelles. Et on se demande comment on peut évincer leurs paroles comme ça, d'un revers de main, les mettre en garde à vue, comme dans l'affaire Majani, parce que elle a porté plainte. Mais c'est incroyable, c'est des méthodes d'intimidation qui m'ont scotché, on peut dire. Ça, d'une part, et d'autre part, c'est d'assister à la violation des droits par les magistrats eux-mêmes et par les avocats. Voilà. Parce que dans ces affaires, il y a énormément de vices de procédure. Évidemment, il n'y a que ça, en fait. Et on se rend compte que les avocats rechignent à soulever les vices de procédure ou les exceptions de nullité. C'est-à-dire ce sont tous les vices qu'on remarque dans le formalisme et qu'on doit soulever avant toute défense sur le fond. Là, les avocats le savent, ça. Il faut, avant de se pencher sur le fond du sujet, il faut voir où sont les vices de procédure. Et si les avocats faisaient ça, si le droit était appliqué, je pense qu'on aurait beaucoup moins de soucis en France, que les enfants seraient beaucoup mieux protégés. Les enfants ne sont pas mis à l'abri. Et ça, je l'ai vu dans toutes les affaires que j'ai suivies. C'est terrible. Terrible. Vraiment. Donc, vous nous dites que les avocats ne font pas réellement leur travail par paresse ou parce qu'ils ont trop de dossiers ou... C'est dur à dire. Je ne veux pas généraliser parce qu'il y en a qui sont super. Moi, j'ai assisté à un procès où l'avocat a réussi à aller chercher le condamné. Donc, il avait été condamné à 17 ans de prison pour viol sur sa fille et sa nièce. Et par le truchement, certainement par des amis médecins de sa connaissance, il avait réussi à échapper à la prison, mais sauf qu'il se pavanait dans sa résidence secondaire en Corse. Et donc l'avocat en question, il est allé le chercher et maintenant il purge sa peine, le pédocriminel purge sa peine en prison. Et c'était quelqu'un qui était très haut placé dans le milieu des francs-maçons, ce monsieur, pas l'avocat, l'autre, le pédocriminel. Voilà. Ça aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent que j'ai remarqué. C'est, y a une mainmise, on peut dire, de gens qui s'entendent entre eux. Voilà. Plutôt que de plaider sur le fond, c'est-à-dire de viol sur mineur, plutôt avoir l'angle de relever les vices de procédure, je sais plus, la nullité, je n'ai plus le terme exact. Les exceptions de nullité. Exception de nullité, et là, c'est imparable en fait. Normalement, ça devrait au moins libérer la maman qui est en prison. Parce que, en fait, c'est le formalisme. Et le formalisme, ça existe vraiment pour protéger les citoyens contre les abus de pouvoir. C'est vraiment une garantie de nos droits, le formalisme. Que nos policiers, nos juges balayent d'un coup de revers, ils s'en fichent, quoi. Et on se rend compte que les avocats, alors je ne sais pas si c'est de l'incompétence, je ne suis pas te dire, je ne sais pas, c'est possible, je ne sais rien, je ne sais pas. Et donc dans ce cadre, Amie de Lisa, c'est dans ce procès-là que vous avez écrit des articles et des comptes rendus d'audience qui étaient publiés sur le site de Pédopolis ? Notamment, oui. On a beaucoup suivi aussi Outreau 3 à Rennes, l'affaire Majani ou encore l'affaire Stan Maillot, qui fait partie donc des protecteurs des mamans, des enfants, on va dire, qui se fait littéralement harceler, comme je l'ai été d'ailleurs. Et là, on rejoint le rapport de l'ONU
qui est récent, là, qui date de juin 2023, je crois, où l'ONU explique qu'il y a trop de dysfonctionnement judiciaire en France et que les enfants ne sont pas protégés, que les mamans qui essaient de donner la parole de leurs enfants se font également harceler, mais aussi les protecteurs, comme Stan Mayo ou d'autres, comme par exemple Carl Zero, à un moment donné, a été beaucoup harcelé aussi, quand il s'occupait de l'affaire Allègre, dans sa carrière de jeune journaliste. Et voilà, je pense que quand on dérange trop, il essaie de nous embêter, quoi. Parmi les déboires que j'ai eus, dans le cadre de l'affaire Amin Lisa, le substitut du procureur à l'époque, s'il est devenu vice maintenant, ça lui va bien d'ailleurs, donc celui-là a menacé le groupe de journalistes, les quelques personnes qui étaient devant et qui prenaient des notes, dont je faisais partie. Il nous a menacé, enfin moi je me suis sentie bien visée, hein, avec le doigt en disant « Si je vois une ligne sortir du tribunal, vous aurez affaire à moi ». C'est grave, hein, un juge qui dit ça, un procureur qui dit ça, concernant une affaire publique qui est rendue au nom du peuple. Bon. Donc nous, à l'époque, peu des polices avaient été piratées, donc on a tout publié, quoi. Et moi, suite à ça, j'ai eu une demande de démolition totale de ma maison d'habitation par le même parquet. Et ça a mis des années, ils n'ont pas réussi parce que heureusement, j'ai fait moi-même les conclusions. Hein. Je suis tombée que sur des avocats qui me disaient en gros, laisse tomber, on va démolir la maison, c'est pas grave. Et comme ils n'ont pas réussi à démolir la maison, ils se sont acharnés sur notre entreprise agricole. Là, pareil, que des trucs fallacieux, complètement débiles. Bref, pareil, on a réussi à écarter ça. Et ensuite, ils s'en sont pris à mes enfants. Enfin, en même temps, ils sont très partisans du en même temps. Donc, en même temps, ils s'acharnaient sur mes gamins. Donc, on a eu 3 demandes d'informations préoccupantes. Voilà, alors, soi-disant, je ne peux même pas vous dire, hein, parce que ma fille a toujours été excellente élève. Mon fils, lui, il a jamais supporté l'école, mais c'est quand même quelqu'un de normal, quoi. Et, bon, juste, il n'allait pas à l'école. Pas très souvent, alors donc c'était des menaces de placement d'enfants, donc ils n'ont pas réussi non plus, là. Donc, je les envoyais chier, hein, excusez-moi du terme, mais quand j'avais la lettre de la bonne femme du conseil général, qui savait à peine écrire, je lui demandais un peu sa vie, son œuvre, quoi, en lui expliquant qu'elle n'avait rien à dire. Enfin, bon. Donc j'ai tenu face, mais je me rendais compte qu'à chaque fois, l'ASE, là, eux, ils pliaient assez facilement, quoi. l'ASE, hein. Dès qu'on leur envoie des lettres recommandées en leur disant vous êtes qui, donnez-moi votre nom, vous figurez pas dans le fichier Amélie, comment ça se fait, attention. Là, dès qu'on les menace un peu, eux, ils se calment. Mais bon, donc, comme ça suffisait pas, ils s'en sont pris à plusieurs, ils m'ont prise pour cible. Et là, c'était un groupe de gens qui se côtoient dans des réunions de francs-maçons. Alors, je ne sais pas s'ils sont francs-maçons ou pas, je ne sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je suis allée enquêter chez chacun de ces individus qui s'étaient mis à plusieurs pour poursuivre mon fils devant un tribunal en le faisant passer pour un délinquant. Donc ça, fait partie de leur méthode aussi. C'était donc un procès complètement truqué, de A à Z. Mais bon, moi, j'avais bien développé mes exceptions de nullité, là. C'était imparable. Mais surtout, j'ai enregistré l'audience où la juge voulait mettre en examen mon fils. Et en sortant de ça, elle m'a quand même rendu une ordonnance de mise en examen de mon fils pour des choses qu'il n'avait jamais faites. Et là, je me suis rendu compte que ça avait été préécrit. L'ordonnance avait été écrite avant l'audience et ça ne correspondait pas du tout à ce qui s'était déroulé. Donc, j'ai rédigé une plainte pour faux en écriture publique contre la juge. Et étonnamment, dans les quelques jours qu'on suivit, le procureur, c'est un faux en écriture, mais enfin, j'ai reçu une lettre du procureur comme quoi tout était effacé. Toutes les charges qu'il y avait contre mon fils étaient subitement effacées du jour au lendemain. Voilà. Donc d'avoir été journaliste d'investigation et de t'être investi corps et âme pour ces sujets que tu as découverts, la pédocriminalité avec l'affaire Amin Lisa, entre autres, ça a bousillé ta vie de journaliste. Ah mais complètement, vraiment. Bon, moi j'ai fait l'erreur que mon nom est apparu à un moment donné.
se protéger, hein, c'est sûr. On est obligé. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir comment un groupe de gens peut prendre une personne pour cible, alors que je ne savais même pas qui j'étais. Hein. Moi, c'est des gens, je croisais dans la rue, ils me faisaient des grands sourires. Hein. Il y avait la mairesse, la maire du village. D'ailleurs, elle a perdu aux élections. Parce que, bon, moi, j'ai beaucoup remué ciel et terre. Hein. J'ai sollicité tous les anticorps partout. J'ai sollicité. D'ailleurs, ils ont eu des bons retours anticorps. À chaque fois, j'ai eu des bons conseils, en tout cas, même s'ils n'ont pas pris mon affaire en charge, on va dire, mais ils m'ont tout le temps donné des bons conseils juridiques. Ensuite, bon, le défenseur des droits, j'ai tous fait dans la région. Bon, là, par contre, c'est beaucoup de promesses, on perd du temps, en fait. Et il y a l'AFA, l'Agence française anti-corruption, que j'ai sollicité aussi. Et à mon avis, ils ont fait quelque chose, parce qu'à l'heure actuelle, tous ceux qui m'ont harcelé, tous ont été virés de la fonction publique, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si c'est viré, mais en tout cas, ils ne sont plus au même poste. À part, bien sûr, mon discours. En tout cas, bravo pour tout ce que tu as fait pour te défendre. Effectivement, avec ta formation en droit, forcément, ça t'a bien aidé. Quelqu'un qui est démuni n'aurait pas pu faire ce que tu as fait. Bien sûr, mais c'est là où je trouve que c'est aberrant. Et pour en revenir à la juge, alors ça, je ne sais pas si on peut le laisser, puis c'est hyper délicat, mais c'est elle qui donnait à Kimberley 5 heures de visite par an, alors qu'elle était placée depuis sa naissance, qu'elle avait une sœur aînée qui voulait la prendre chez elle, que son père, il a plusieurs enfants, dont un qui est ingénieur, et tu sens que c'est quelqu'un de très stable, que même sa maman, tu sens que c'est des gens gentils, quoi. Voilà. Kimberley a été retrouvée suicidée, on va dire, entre guillemets. C'est l'avocat qui a annoncé tout ça. On ne sait rien, en fait, de l'affaire. Voilà. Moi, vraiment, j'ai d'énormes soupçons sur Moi, j'ai pas eu un bon retour, en tout cas, du papa concernant cet avocat. Hein. J'ai 3 ou 4 vidéos où on interroge les parents. Ah oui, le papa, il a compris, oui. Ouais. Moi, je me suis fait avoir aussi au début. Hein. Elle est apparue, et moi, comme une conne, je suis tombée dans le panneau, quoi. Il n'a strictement rien fait pour mon dossier, sauf qu'il connaissait la juge. Donc, il est allé, moi, il m'a gueulé dessus en me disant qu'il ne fallait pas que je fasse une plainte pour fond d'écriture contre la juge. Je lui ai dit, ah bon, je l'ai fait quand même. Et puis, c'est certainement lui qui l'a averti, la juge. Donc, moi, ce que je voulais dire, c'était ça, bien sensibiliser les mamans au fait qu'il faut qu'elles aillent voir sur le plan du formalisme. Voilà, la forme. Comment ça fait vraiment partie des choses dans notre code pénal pour protéger les citoyens. Que le magistrat balaye comme si ça n'existait pas. Voilà, je pense qu'il fallait raconter l'histoire du procureur qui nous menace dans la salle de ne pas parler de cette affaire, quoi. C'est dingue, c'est incroyable. Oui, et puis il parlait du fait que le fait que tu te sois investi, ça t'a coûté ta carrière de journaliste, quoi. Entre autres. Effectivement, je voulais demander aussi à Dandé comment elle avait commencé son métier de journaliste et pourquoi elle l'avait choisi. Moi, c'était pas une évidence à l'origine. J'y suis arrivée parce que à un moment, je me suis dit qu'il fallait essayer d'informer les gens pour qu'ils puissent prendre des décisions en conscience, espérant naïvement qu'on pourrait dire des choses intéressantes dans les médias. C'est arrivé quand même. Hein, après, il y a pas mal de choses qu'on peut dire dans les médias, donc j'ai été à peu près à toutes les limites de ce que j'ai pu dire. Ça passait quand même, hein, tant que je touchais pas au réseau pédocriminel, quoi. Alors là, ça a commencé effectivement à se gâter un petit peu aussi. Je me suis retrouvée, on va dire, avec les francs-maçons sur le dos. Faut dire que j'avais embêté pas mal de monde dans le secteur aussi, hein, mais bon, en gros, je me suis retrouvée avec un procès où j'ai été condamnée pour un titre sur 2 ans d'enquête.
Et alors, ça avait été surréaliste parce que je peux pas aller plus en détail, mais ça avait mobilisé l'association de la presse en Belgique où je travaillais. Parce que c'était complètement inique et débile et on sentait bien qu'il y avait un truc qui collait pas, quoi. Donc voilà. Après, je voudrais dire quand même qu'il y a des journalistes honnêtes, mais le problème c'est qu'ils sont complètement moulés. Moi, par exemple, dans ma rédaction, au début, moi j'ai eu un dossier, ce qu'on appelait un peu des cold cases, où on regardait si ça avait évolué. Et il y en avait un qui datait des années 90, où bon, bah, j'ai un peu creusé et je me suis aperçu que c'était. Enfin, il y avait toute l'équipe du trou qui tournait autour de la nana avant qu'elle disparaisse, quoi. Bon. Et donc, je récupère une partie du dossier du trou, je regarde le dossier, je me dis mince, ce qu'on nous a raconté, c'est complètement n'importe quoi, ça n'a rien à voir avec la version officielle, ce que je lis dans le dossier. Donc j'essaye d'expliquer ça à mes collègues, mais impossible de m'écouter. Hein. Ils me prenaient vraiment pour... Alors ils savaient que j'étais sérieuse dans mon travail, mais ça, ils pouvaient pas l'entendre. Il fallait pas que j'avance là-dessus. Et jusqu'au jour où j'ai un collègue qui est revenu à la rédaction, mais livide, blanc, blanc, vert. Et il me regarde et il me dit, bah, je viens de parler à un policier, enfin, un commissaire qui a travaillé sur le dossier du trou, et il m'a dit que tu avais raison sur tout, quoi. Et donc le gars, il est tombé de 20 étages ce jour-là, quoi. Mais c'est pas pour ça qu'il en a parlé par la suite, parce qu'il tenait à son poste, quoi. Donc voilà, en gros, mon expérience du journalisme. Oui, parce que du coup, c'est par cette expérience et ce constat que tu t'es dit que tu ne pouvais pas écrire ce que tu voulais, et d'où l'idée d'ouvrir ton blog, où c'est venu un peu plus tard. Ah, le blog, je l'ai ouvert bien avant. Je l'ai ouvert quand j'ai commencé dans le journalisme, donc ça date. Ah oui, en effet, d'accord. Et donc, tu as rencontré Isa dans un procès en particulier, c'est le procès ami de Lisa. Ouais, il me semble qu'on s'est croisés là, hein, devant un procès, devant le tribunal ou autour ou à côté, quoi. Il y a une mobilisation très forte pour soutenir la maman et le beau-papa. Mais Lisa, oui, quand même, mais c'était exceptionnel. Il y avait un jour où on était, je crois, plus de 200 et je me rappelle que ils avaient évidemment réservé la salle la plus petite qui devait avoir 30 places. Ils ont vraiment laissé bourrer tous les flics, les autres avocats. Résultat, on a pu rentrer à 15. Résultat, les autres ont balancé les portiques par la porte d'entrée, en fait. Ça a fini comme ça. Ils sont quand même rentrés dans la salle, quoi. À cette époque-là, ils n'avaient pas encore calculé ce que ça pouvait faire de mobiliser beaucoup de gens. Et là, la grand-mère, la maman, enfin le grand-père, enfin, tout le monde était là. Ils étaient très actifs, ces personnes. Donc, ils ont réussi à mobiliser plein de gens, quoi. Qui sont moi, toi, plein de citoyens, d'ailleurs, d'ailleurs, je précise qu'eux aussi, beaucoup d'ennuis. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont fait des trucs sur Internet et il y avait des guignols, ouais. Hein, et, donc là, ça leur a échappé. Donc, vite, là, il y avait 200 personnes, comme tu dis, il y avait des gens avec des banderoles. Donc, bon, ils ont été obligés de laisser un peu. Ça s'est ébruité, quoi. Mais bon, voilà, je pense que là, ils ont réfléchi à comment faire pour faire en sorte qu'on ne puisse plus trop rendre compte de ce qui se passe dans les tribunaux, quoi. Est-ce que concrètement maintenant il prononce des huis clos pour éviter justement que des personnes, soit des journalistes ou soit des citoyens, accèdent aux audiences? Mais elles sont décidées par qui parfois ces huis clos? On se demande. Vous avez une petite idée? Non, moi j'ai pas de huis clos, c'est que les gens se mobilisent pas, en fait. Aujourd'hui, c'est des grands égoïstes, les gens. Non, même les parents entre eux, ils ont du mal à se mobiliser, c'est difficile quand même. Il y a tellement de choses qui comptent tout ce qui se passe. Il y en a des milliers, en fait. 160 000 enfants chaque année supplémentaires se font violer, subissent un acte de viol. 1000 qui disparaissent dont on ne retrouve jamais la trace, tranquille. Sans compter les accidents domestiques hallucinants.
Et Jacques, toi, Oui, concernant l'affaire Outreau, quand tu as organisé ces conférences dans le sud de la France, je ne me souviens plus les villes, il y avait 4 conférences. Est-ce que ça n'a pas oui. été compliqué l'organisation de cette conférence? Qu'il y avait une logistique, des gens qui vous ont aidé pour la logistique? Comment ça s'est passé? Ah, ça a été très bien fait. C'était, il y a eu, je me souviens plus les noms, il y a eu Marseille, il y a eu euh, Au bagne. Aubagne, et puis deux autres villes. Ah oui, il y a eu aussi dans l'Ain, euh, à Bourg-en-Bresse, et dans le sud, une autre ville, j'ai totalement oublié. Et donc là, vous étiez accompagné, vous diffusiez le film et qui s'appelle Ou C'est le trop titre l'autre vérité de. Vérité, voilà. Vous étiez accompagné aussi de film. Et ensuite, dans la plupart des auditions, j'avais réussi à avoir la visite, en tout cas dans des projections. Après, bon, il y avait un débat qui durait souvent très longtemps. L'un de ces débats, j'avais les trois fils, enfin les trois aînés des fils de lait. J'avais pas le dernier parce qu'il était encore il était encore dans un foyer parce qu'il était très petit. Oui, d'ailleurs, je crois qu'ils ont été mis en foyer après le procès en Belgique. C'est assez étrange, ça, non? Oui, ils se sont retrouvés en Belgique. Oui. En tout Oui, cas, oui, Dimitri. Les autres, je suis pas sûre, mais oui, lui, oui. il m'a raconté. Et donc, les 3 victimes, donc les 3 frères de lait, ils avaient envie de témoigner, ils avaient soif d'expliquer à tout le monde dans le Ah oui, concret oui. comment il y a eu le Ah oui, procès. tous ont pris la parole. Je les ai fait parler d'ailleurs. Je disais, je faisais venir sur la scène là, et après la projection, et ils intervenaient, ils répondaient aux questions. C'était assez émouvant et effrayant à la fois, parce que il donnait des détails que les personnes présentes ne pouvaient pas imaginer. De la même manière que, encore il y a 2 jours, j'ai reçu un message d'une mère qui a perdu la garde de son enfant, mais qui a peur de médiatiser, et donc qui attend encore. Bon, j'ai tous les éléments pour faire un pataquès, mais elle attend. Et Oui, ils attendent la justice qui n'arrivera jamais. Et ça fait marcher en attendant les avocats, les experts, tout le business de la justice, etc., quoi. oui, c'est ce que je voulais ajouter à ce que vous disiez avant ton intervention au sujet de mes, euh, de mes 4 interventions dans le midi. C'est qu'il y a, euh, si ça bouge pas beaucoup, c'est que malheureusement, beaucoup des mères privées de leur enfant se retrouvent avec des avocats ou incompétents ou qui n'ont guère de temps pour s'occuper de leur cas ou qui réellement ne font que du fric. J'en ai une justement, euh, c'est celle dont je viens de vous parler. Je peux pas dire son nom ni rien de plus parce qu'elle ne veut pas que je médiatise pour l'instant. Elle a déjà payé, tenez-vous bien, 160 000 euros d'avocat. Elle vient seulement de changer et je suis en contact. C'est la grand-mère qui m'appelle et qui m'envoie des messages et parce que sa fille est terrorisée. Et les grands-parents ont dû vendre leur appartement à Paris pour continuer d'assurer les frais d'avocat. Vous voyez? Bah Donc, oui, en fait, moi j'ai calculé que ça faisait une moyenne d'à peu près 12 à 15 000 euros par an, par enfant, parce que j'en ai eu qui avaient 3 enfants. Ça s'est monté à plus de 200 000 euros en 5 6 ans. oui, oui.
C'est impressionnant. Et en fait, tant que les gens ont de l'argent, ils y croient en fait. Et à un moment, ils se rendent bien compte que ça avance à rien. Même ils ont plus d'argent. Ils ont fait 15 avocats parce qu'en général, c'est au moins un avocat par an. Oui. Ça, c'est un des éléments sur lesquels on parle, pas beaucoup, mais, les victimes justement d'inceste, enfin les parents d'enfants victimes d'inceste, qui sont dépouillés de leurs petits, se retrouvent totalement ruinés et avec une vie foutue en l'air déjà pendant des années, voire jusqu'à la fin de leur vie. Hein. Il y a des cas qui durent que je connais bien depuis 10 ans. Vous vous rendez compte, 10 ans de plaidoirie, 10 ans d'avocat, 10 ans de souffrance. Et c'est pour ça que je suis sidéré qu'on n'en parle pas autant. Comme je disais au départ, on en parle à l'occasion, il sort un livre, Le Consentement, il sort un autre livre, La Familia Grande, comme c'est des gens connus. La Familia Grande, c'est l'auteur, c'est l'épouse du président du journal Le Monde. Alors donc là, les médias en parlent, le Monde en premier, et puis après le reste. Là, je crois que je reviendrai, mais comme j'ai peur d'oublier, je peux vous dire que de toutes les affaires récentes dont j'ai parlé, euh, eh bien, j'ai envoyé la copie des papiers que je fais pour LinkedIn et puis Facebook aux journaux, à des journalistes connus que je connais, du journal Le Monde, de Libération, de l'Observateur, de Paris Match. Tenez-vous bien, non seulement jamais ils n'ont accusé réception de ma demande, de mon offre de publier ou alors d'utiliser les éléments de mon papier sur des sujets extrêmement graves, concrets, mais jamais une réponse et jamais une attaque du sujet, une enquête sur les sujets que je leur fournissais. On reviendra, j'espère, sur le traitement sur l'affaire d'Outreau réalisé par France 2 il y a plusieurs mois en 4 volets de 8 heures au total. Hein. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est effrayant. Moi, je me suis imposé de le regarder, y compris le débat qui a terminé ces 8 heures. C'est effrayant, c'est immonde ce qui a été fait par rapport à la réalité de cette affaire. Ils ont réécrit l'histoire, ouais. Ils ont totalement réécrit l'histoire. Le bouquet final, je pense, enfin le bouquet final, un bouquet de chrysanthèmes pour tous les pauvres victimes. Ce bouquet, c'est à la fin. Il y avait y compris ce fameux procureur de Rennes que toi et moi, on a vu lors du procès du fils Legrand. Ouais, Cantero, là, d'ailleurs, qui vient de faire un bouquin sur. Cantero. Sur là, il s'est distingué parce qu'il est intervenu récemment à l'université de Rennes. Je n'ai pas la citation exacte, mais on peut la retrouver sur le net, où carrément il laisse entendre qu'il n'y avait pratiquement pas d'enfants victimes. Enfin bon. Et donc, c'est cette affaire des enfants d'Outreau, réellement, il va falloir y revenir en détail. Et là, vous avez cité les 3 ou 4 épisodes du reportage mensonger sur Outreau, là, qui martèle un scénario déjà fomenté à l'époque. Mais en fait, déjà, pour les enfants victimes d'Outreau, de voir leur propre bourreau de prétoire, ministre de la Justice, déjà, j'imagine que pour les enfants victimes qui sont des adultes maintenant, mais qui resteront des enfants victimes, ça doit être un coup dur. Ah ben le message a été très clair. Hein. Voilà. Ah oui. Ah non mais attendez, oui, j'ai laissé filer le plus important pour moi,
c'est que au moment où toute cet aréopage se réunissait, dont l'abbé Dominique Viel, après le débat à France 2, ils ont invité cet acquitté d'Outreau, qui avait été lourdement condamné en première instance aux assises de Saint-Omer. Vous vous rendez compte, ils ont invité à ce débat non pas des journalistes, au lieu d'inviter seulement des avocats, des procureurs, ils ont également invité Dominique Viel. Donc tout était joué d'avance. Il a pu raconter que tout ça c'était de la blague. D'ailleurs, il a toujours dit que pour lui les enfants avaient menti. Et au même moment, Franck Lavier, l'un des acquittés, lui aussi l'un des personnages qui a été l'un des acquittés qui a été le plus condamné en première instance, et acquitté comme les autres, les 13 autres, à Paris, en 2005, au même moment, il était sur le point de passer en justice pour un nouveau viol sur sa fille mineure. Vous vous rendez compte? Le dernier procès où ils sont tous acquittés, il était correctionnalisé. En 2016, badaboum. Je me souviens encore, j'ai écrit là-dessus comme un fou quand j'ai appris ça. 2016, 16 juillet, Franck Lavier, l'acquitté d'Outreau, mis en examen pour viol sur sa fille mineure. Tout est réuni là, dans cette affaire de Franck Lavier. À ce débat de 2023 à France 2, aucun des participants, et notamment le présentateur de France 2, n'a fait allusion au fait que l'un des acquittés d'Outreau allait passer aux assises, parce qu'à l'époque, on ne savait pas encore si c'était les assises ou la correctionnelle, hein, parce que, comme vous le savez, un crime, c'est les assises. Mais là, ils ont réussi par un tour de passe-passe à modifier la mise en examen en abus sexuel ou en atteinte sexuelle, et il n'est passé qu'en correctionnel. Hein. Voilà. Bon, et personne n'en a parlé, mais vous vous rendez compte, ça s'appelle le mensonge par omission, mais à puissance 10. Et là-dessus, personne n'a creusé, personne n'a creusé. Florence Aubenas, la journaliste, auteure d'un livre qui est absolument un véritable scandale en 2005, où elle faisait l'apologie du couple Lavier, hein, qu'elle a revu en 2010 dans la réédition de son livre, au moment même où le couple Lavier était en train de martyriser ses enfants, puisqu'en 2011, j'étais au procès à Boulogne, ils ont été condamnés, évidemment, avec du sursis, pour avoir martyrisé deux de leurs enfants qu'ils obligeaient pendant des heures à rester les genoux sur un manche à balai ou à s'appuyer le dos, agenouillé, le dos contre un mur jusqu'à ce qu'ils tombent de fatigue. Et ces individus, eh bien, lors de ces procès, puis du procès de Lavier, Madame Florence Aubenas du Monde n'a écrit aucune ligne. Elle a tapé sur les complotistes, etc. Il y a eu 1 ou 2 articles surréalistes où elle nous a traité. Il y avait une expression qu'elle avait eue, c'était impressionnant comment le mépris qu'elle avait, quoi. Les allumés de Mixel, voilà comment elle nous avait appelé les soutiens des frères Delay. Vous voyez bien là, lors de ce procès. À gauche, il y avait des soutiens et à droite, il y avait les autres. Il forçait des enfants également à regarder des vidéos pornographiques, Jacques, de mémoire. Oui. Oui, oui. Donc moi je voulais revenir en arrière et faire une petite aparté par rapport aux avocats. Il y en a également certains qui semblent proposer aux victimes qui n'ont pas de sous de payer en nature. Et il y en a même d'autres qui s'invitent à des rassemblements et qui distribuent leurs cartes de visite
en proposant leurs services, et c'est des services à 4000 euros minimum. Voilà, je ferme la parenthèse et je ne vais pas citer de nom. Colombe, je te laisse la suite. Oui, Jacques, comme tu parlais de Outreau et comment Outreau a été relaté par différents médias, il y a eu aussi le livre de Florence Aubenas. Est-ce que tu veux en parler et de ce qu'elle a dit et fait aussi autour de ces enquêtes, de ces documentaires sur France 2? Dans son livre, euh, elle, sur Outreau, elle dédouanait notamment le couple Lavier, dont je viens de parler, et qui a été de nouveau condamné en 2011 pour des violences sur deux de leurs enfants. Et également, en 2010, elle a fait une réactualisation de son livre où elle rendait visite au couple Lavier et qui en fait allait être de nouveau poursuivi. Et donc c'est quand même très grave. Elle a eu un rôle important dans justement la mystification qui a été réalisée sur Outreau en faisant finalement, en facilitant au final l'acquittement d'accusés qui avaient été pourtant lourdement condamnés en première instance. Et donc, elle n'a pas fait de papier, d'article, Florence Aubenas, quand justement il a été condamné une deuxième fois. Le Euh, procès. je n'ai pas souvenir qu'elle ait fait des papiers. Elle n'était pas à Boulogne-sur-Mer en 2011 lors de ce procès où l'on a vu sur les écrans du tribunal les photos des horreurs qui ont été commises sur les enfants, une des fillettes notamment avec une culotte pleine de ses excréments sur la tête et d'autres vidéos où on voyait toute la famille Lavier en train de fêter le, 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 en train de faire une fête avec des bouteilles de champagne, avec des gestes, en mimant des gestes obscènes devant des enfants en bas âge. Et là, elle n'était pas à ce procès. Alors effectivement, on peut quand même souligner que Outreau est délibérément avec un narratif mensonger depuis le début, mais il y a quand même dans ce procès, enfin dans le dossier, une pièce notamment, sans citer de nom, il y a quand même un petit garçon d'un des acquittés qui avait écrit lors de sa déposition quand il devait avoir 9 10 ans, ce que son père lui faisait le soir quand sa mère était absente parce qu'elle travaillait le soir et que son père venait dans son lit et le touchait. Donc on a du mal à croire que ces personnes-là fassent l'objet en plus de films, ensuite pour bien accentuer le fait que c'est un acquitté et qu'il a été injustement condamné, et on omet tout le reste. Oui, et Mais je puis voulais... dans j'ai lu toutes les pièces, les 30 000 pages, toutes les milliers de pièces judiciaires, ce qui m'a pris beaucoup de temps, comme vous pouvez l'imaginer, et avant de pouvoir rédiger mon enquête. Et là, il y avait des éléments terribles. Lavier, pour rester sur ce personnage, dans l'une des pièces, une témoin raconte à la police qu'elle elle se trouvait avec Lavier et la fille de ce futur acquitté. Et à ce moment-là, il baisse son pantalon et il dit à la petite fille, excusez-moi de l'expression, mais c'est la réalité, tiens, suce-moi la bite. Vous imaginez? Et ça, c'était dans le procès. Donc, rien que cet élément, c'était déjà un élément accusatoire contre un père de famille vis-à-vis de sa fillette.
complètement. Et en fait, à part lui, comme personne qui dénonçait l'arnaque de ce procès Outreau, on peut aussi compter sur Marie-Christine Grison, qui était, elle, experte auprès des tribunaux, qui a écrit Outreau, la vérité abusée. Donc, elle ne cesse aussi, par le biais de plusieurs, par réseaux sociaux ou par son livre, aussi de marteler le mensonge Outreau. On a aussi le livre de Jacques Délivré et puis de Jacques Cuvelier aussi, qui ont écrit Outreau, angle mort, ce que les Français n'ont pas pu savoir. Donc ils reviennent sur tous les éléments de l'enquête, les conditions de procès, les articles de presse qui ont été tous à l'unisson. Et j'ai aussi vu que Jacques Cuvillier, à l'époque d'Outreau, avait cru la version officielle. Et c'est en lisant le livre de Marie-Christine Grison qu'il a compris la manipulation et qui a décidé d'enquêter. Donc Oui. il y a quand même plein de personnes ressources, dont vous aussi, Jacques Thomet, plein de personnes. Et donc il y a de quoi se renseigner, en définitive, pour les gens qui veulent savoir. Et si Oui. je peux me permettre, Colombe, il y a aussi les 2 livres écrits par Chérif Delay et Jonathan. Jonathan Delay, Au-delà de l'irréparable, et Chérif Delay, Je suis debout. Voilà. En plus de ceux que tu viens de citer, Colombe. D'accord. Okay. Alors, je voulais vous rappeler ce qu'est toujours sur Franck Lavier, que finalement, hein, cette mise en examen pour viol de 2016, qui n'a été jugée que 7 ans après, je vous laisse imaginer pourquoi il y a eu un tel délai. Hein. On peut penser que réellement le pouvoir fait tout pour éviter qu'il y ait un nouveau rebondissement global dans l'affaire d'Outreau. Et donc, tout a été fait pour retarder et aboutir au jugement le mois dernier, et qui a été de 6 mois de prison avec sursis pour Franck Lavier. Et donc, cet élément démontre quand même qu'il y a un gros problème sur le fond de l'affaire d'Outreau. Je voudrais quand même résumer. Outreau est devenu une mystification. L'accusation a été totalement retournée au profit des prédateurs et aux dépens des enfants victimes. Lorsque j'ai rencontré Fabrice Burgot, le juge, hein, qui a été accusé de tous les maux dans la presse, il était même comparé à Eichmann, vous imaginez, alors que je considère qu'il a fait excellemment son travail d'enquête. Je lui ai dit textuellement, mais moi, avec l'étude du dossier, j'aurais mis le double d'adultes en examen pour viol ou inceste. Et il m'a répondu, je ne pouvais pas mettre la moitié d'Outreau en prison. Notamment, il a oublié, et ça je lui ai dit, il a oublié de mettre en examen, de mettre en cabane un médecin et une infirmière qui étaient absolument tout désignés pour être accusés, parce que dans le dossier, tout le démontre, des parents s'étaient plaints, plusieurs mères de famille, et avaient dénoncé des attouchements de la part de ce médecin et de cette infirmière. D'ailleurs, les enfants ont très bien décrit, l'un des enfants a très bien décrit l'une des scènes qui s'est passée en Belgique, même si les avocats ont dit que les enfants n'avaient jamais été emmenés à Belgique, ils l'ont été. Ça a été reconnu d'ailleurs par le père Delay, puisque un de ses aveux a été capté lorsqu'il a parlé à sa mère en prison. Ça a été espionné par les services de renseignement. Et donc il y avait eu cette scène en Belgique où il y avait ce toubib et l'infirmière qui avait tout le matériel d'infirmière avec elle pour s'occuper des enfants, vérifier qu'ils n'étaient pas blessés après avoir été violés
par toute la bande d'adultes qui se trouvait là. Et donc, tout ça est bien clair. Par contre dans les films qui ont été faits, notamment par France 2, l'un des animateurs de cette série horrible qui change totalement la réalité des faits est un monsieur qui notamment a écrit un bouquin sur l'un des complices de Dutroux et qui avait d'ailleurs fait l'objet d'un acquittement dans le procès Dutroux. Et c'est ce monsieur qui justement a servi de conseiller à ceux qui ont tourné le film sur Outreau, tellement dommageable pour les enfants. Et au final, il y a eu 18 enfants qui sont passés en première instance, mais à Saint-Omer, mais à Paris, au total, il y a quand même 12 enfants qui ont été reconnus comme victimes et indemnisés par l'État. Et ça, on en a peu parlé, les médias n'en ont pas parlé. Il a fallu que j'en parle dans mon bouquin pour qu'on en prenne conscience. N'y a-t-il pas eu également dans ce procès un avocat sulfureux qui distribuait ses conclusions à la presse présente avant même les audiences? euh, De toute façon, les avocats de la défense étaient aux petits oignons avec les médias, puisque les médias présents n'avaient Dieu que pour ces avocats et n'allaient jamais interroger les avocats de la partie civile. Quant au ministère public, il était totalement absent alors que c'était son rôle face au poids des 18 avocats qui défendaient les 18 accusés. Le ministère public était totalement dans son coin, muet, alors qu'il aurait dû intervenir pour contrebalancer cette influence. D'autre part, alors un point important, dans ce film atroce de France 2, si vous l'avez vu, si vous ne l'avez pas vu, il faut quand même le voir, il doit être encore en replay sur France 2. Vous voyez les petits-enfants qui sont interrogés un par un gentiment à la barre, hein, par le président, mais c'est totalement faux. Les enfants ont été propulsés dans le box des accusés, comme si c'était eux les criminels, pendant que tous les prédateurs étaient assis derrière dans la foule, parmi les journalistes et les spectateurs qui avaient pu prendre place dans la salle du tribunal. Donc, il y a déjà un mensonge de facto dans la présentation du filmé du procès. C'est un élément gravissime. Oui, complètement. Je voulais poser une question à Dandé sur le procès Ami de Lisa. Est-ce qu'il y avait, une possibilité réelle de faire son travail, c'est-à-dire de prendre des notes sans qu'il y ait des interdictions? Comment ça se passe pour les prises de notes pendant les audiences? Est-ce que c'est assez facile ou est-ce qu'il y a des objections? Moi, personnellement, j'ai pas. Alors, ils veulent pas qu'on ait un ordi ou un enregistreur, bon, évidemment. Mais bon, les blocs-notes, on arrive à les sortir et à prendre des notes. Après, ils nous tournent autour de très très près. Je veux dire, on voit le nombre de policiers arriver dans la salle au fur et à mesure que les discussions se tendent. Et moi, c'est bon, voilà. Après, dans les pires obstructions qu'on a, c'est dans la mise en scène judiciaire, quoi. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que tout est joué d'avance. Et pour parler du procès Ami de Lisa en particulier, j'ai assisté à une audience où franchement, on aurait dit que c'était un jeu, vous savez, le théâtre chinois avec les ombres qu'on fait avec les mains. Tellement ils gesticulaient dans tous les sens entre les avocats bon, j'allais dire du pédo, mais il a jamais été condamné, donc du père, et les juges et même l'avocat de la défense.
c'était surréaliste, quoi. Il communiquait comme ça tout le temps. On a vu des envolées lyriques, mais l'avocat plaidait quand même complètement à côté de la plaque, alors que c'était un grand avocat du barreau de Paris, quoi. Les obstructions, en fait, c'est voilà, ils essayent de nous empêcher d'entrer dans la salle, ils nous tournent autour, ils nous font passer pour des cons en essayant de nous démonter un peu, quoi. Et puis voilà. Mais aussi, on a vu pour le procès ami de Lisa des RG aussi. Une fois, ouais, une fois, je partais de Paris avec notre amie commune avec Jacques. On partait de Paris pour aller à un procès ami de Lisa à Marseille, enfin dans le coin de Marseille. Et donc, on s'arrête à mi-chemin, faire une pause pour prendre un café, faire le plein. Et donc, on discute. Et d'un coup, je me retourne et juste à côté de nous, il y avait 3 types crâne rasé, blouson en cuir, qui disaient rien, des grands gars, tu vois, qui s'étaient mis à 1 mètre à côté de nous et qui disaient mais vraiment rien. Alors que nous, on était en train de parler du procès et tout. D'un coup, je fais à ma pote, je fais bon, on va peut-être arrêter parce qu'ils m'ont l'air quand même bizarres les 3 et on va continuer, quoi. Et on arrive devant le tribunal. Donc là, on sortait des banderoles. Enfin, c'est quand même le gros bazar quand même. Et là, il y a un RG, c'était pas le même, mais un autre crâne rasé, blouson, qui arrive droit sur nous. Il fait oui, vous savez qui c'est, Don de Vamos, vous l'avez déjà vu? Je me retourne vers ma pote. Je fais, tu l'as vu? Je fais, tu connais? Non, je connais pas. Elle fait, ah non, Don de quoi? Non, connais pas. Et le mec, il est reparti, quoi. Enfin, des scènes complètement débiles, en fait, parce qu'on faisait rien de mal, on faisait rien d'illégal. Tu te dis, ils ont quand même pas foutu des flics depuis Paris à nous suivre. Et si c'est le cas, ils étaient 3 sur le chemin et plus tous ceux qui étaient sur le site du procès, parce qu'il devait être, on en a compté au moins 5, 6, mais je pense qu'il y en avait peut-être un peu plus. Enfin, c'est délirant. De quoi ils ont peur, en fait? Qu'est-ce qu'il Mais là, protège? oui, se protège. Mais concernant des gens qui vous tournent autour quand vous prenez des notes, c'est en tant que citoyen ou en tant que carte de presse? Parce que c'est différent. Ah non, en tant que carte de presse, de toute façon, tu peux y aller, mais tu pourras rien publier de très subversif déjà. Ce qu'il faut savoir quand même que les journalistes, s'ils respectent le droit de la presse, ils ont, bon, ils peuvent enquêter, mais ils ont très peu de moyens d'enquête. Et en plus de ça, ils peuvent pas accuser, ils peuvent accuser personne en fait, hein. On peut faire des hypothèses, on peut, euh, on peut mettre des preuves dans un article, mais on pourra toujours nous dire que le mec est pas coupable. Une fois que le type a été jugé et acquitté, là, c'est cuit, on peut plus en parler. Sauf vraiment avec beaucoup de circonvolutions, ou alors dans un cas énorme comme celui d'Outreau, où ils ont vraiment été loin dans le foutage de gueule, pour parler vulgairement, et où oui, ça nous donne du grain à moudre pour des années. Mais en général, la seule fenêtre de tir qu'on a, c'est entre le début, la fin de l'instruction et le jugement, où on peut relater tout ce qui a été dit au procès, mais pas ce qui n'a pas été dit au procès. Normalement, on n'est pas censé avoir accès au dossier, on n'est pas censé influer sur la décision des juges, quoi. Et une fois qu'il y a eu la décision des juges, moi je sais que pour une histoire à la con de trafic de drogue, où j'avais juste été voir la famille en essayant de comprendre pourquoi une famille entière s'était mise à dealer du shit, le procureur du secteur m'a rappelé le lendemain en me disant que je n'avais pas à remettre en cause une décision de justice. Je lui ai dit que je le faisais pas, même si je trouvais qu'elle avait été vachement sévère, cette peine. Mais j'essayais de comprendre comment ils en étaient arrivés là. Mais pour vous dire la liberté de la presse, qu'en pense la justice dans ces cas-là, hein. Quand il s'agit de remettre en cause les décisions de justice, normalement, comme tout citoyen, on a le droit de le faire, hein. Mais bizarrement, c'est comme s'il y avait une loi qui nous empêchait de le faire. D'accord. En fait, c'est une censure tacite. Par contre, j'ai une question plus juridique sur ce qui est légal ou pas. Et comme toi, Isa, tu as une formation de juriste en même temps que journaliste, je me suis toujours posé la question, quand une personne est condamnée, là on parle de pédocriminalité, est-ce qu'un journaliste peut donner son nom? Bon, là, pendant le procès, peut-être pas, mais est-ce qu'une fois qu'il est condamné et que c'est avéré qu'il est coupable, est-ce qu'un journaliste peut dire, voilà, monsieur un tel, il s'appelle comme ça, a pris 20 ans, voilà. Ou est-ce que c'est interdit? À mon avis, oui.
Oui, on peut le Une dire en décision est fait. définitive. On peut le dire, sauf, moi en tant que journaliste, c'est ce qu'on apprenait à nous en tout cas, sauf s'il a un lien de parenté, enfin s'il a le même nom que sa victime en fait. D'accord. Donc, par exemple, le plus grand pédocriminel poursuivi qui a pris 20 ans vendredi dernier, celui qui est cantonnier en Gironde, j'ai vu personne donner son nom. Pourtant, bon, Là, c'est on pour peut savoir. protéger ses filles parce qu'elles sont victimes. D'accord. Ok, je comprends. D'accord. Oui, c'est ce qui se fait. C'est comme c'est pour les trois frères de ma région, là près de Besançon, les trois frères qui ont violé des tas d'enfants alors que leurs trois femmes étaient des assistantes maternelles. Vous vous rendez compte? Eh bien, ils n'ont pas donné les noms, effectivement, parce que tous ces grands-pères maintenant ont des enfants, des petits-enfants, etc. Et ça peut perturber effectivement les enfants de se retrouver dans l'invective de leurs copains à l'école. Évidemment, on est les premiers à faire l'impasse sur l'identité. Mais par contre, rien n'empêche de donner au moins le prénom de ces individus lorsqu'ils sont mis en examen. Là, il y a eu une évolution. Avant, lorsque quelqu'un était soupçonné, alors qu'il n'était même pas inculpé, à l'époque on disait inculpé, on donnait les noms, ce qui était grave. Hein, ça jetait l'opprobre sur des gens qui parfois se retrouvaient en fait innocentés par la suite. Mais je voudrais préciser une chose avant d'oublier. On a parlé des procès d'Outreau. Je vous ai parlé de la manière erronée dont avait filmé France 2 dans le prétoire. Les enfants étaient donc présentés comme seuls, individuels, ce qui était totalement faux. Et en plus, ça ne se passait pas aussi calmement que dans le film, c'était le contraire. Ils étaient assaillis par les 18 avocats, insultés. L'un des avocats a même, c'était notre futur garde des Sceaux, était celui qui criait le plus fort. Et tous ces cris ont fait que l'une des fillettes interviewées a fait pipi dans sa culotte. Et il y a quelques mois, Libération, comme j'avais écrit ça, s'est fendu encore de toute une enquête pour laisser entendre qu'en fait, c'était pas la réalité. C'était pas la réalité. Mais ces enfants ont été réellement massacrés, traités de mythomanes. L'un de ces avocats, dont je tairai le nom, ça n'a aucune importance maintenant, m'a écrit 6 mois après la publication de mon premier livre sur Outreau. Et vous savez que les plaintes sur les questions de presse, les plaintes ne sont acceptées que dans les 3 mois qui suivent la mise en vente du bouquin. Lui, il m'a envoyé une lettre réellement épicée de jurons et de noms d'oiseaux au nom de son client, l'un des acquittés, en disant, vous savez, mon client est écœuré, dégoûté parce que vous avez écrit et tout, mais vous avez de la chance, on va pas vous donner on va pas vous donner un strapontin pour pouvoir faire votre publicité, donc on vous poursuivra pas. N'empêche ça prouve que ça les a démangés de me poursuivre en justice. Oui, je comprends bien. Et concernant toi, Isa, après cette période difficile, est-ce que c'est plus la colère qui reste pour toi? Est-ce que professionnellement, tu as pu rebondir? Comment t'en es par rapport à tout ça? Est-ce que c'était il y a 10 ans maintenant? Oui, non, mais la famille de Lisa m'a ouvert les yeux sur des tas de choses. Hein. Reste, Mais vous pouvez, pour les spectateurs, là, les abonnés de votre site,
vous pouvez résumer, mais en courte phrase, l'affaire d'Ami de Lisa. Moi, je la connais, mais bon, c'est quand même, ça serait pas mal de... Et on ne sait pas d'ailleurs où on est, quel a été le résultat. Si tu veux, c'est l'histoire un peu. Enfin, la maman avait trois enfants. Le papa, il y a une séparation. Le papa lui promet vengeance, etc. Elle avait la garde des enfants. Elle avait la garde des enfants, mais les enfants allaient de temps en temps chez le père. Un jour, la petite fille dit qu'elle se fait embrasser sur la bouche par un ami du père. Donc, elle fait une première main courante, je crois. Et ça a été déclenché comme ça, si tu veux. Et de fil en aiguille, elle s'est retrouvée à partir directement à Saint-Beaune. Et là, on lui a arraché ses enfants avec les Manu Militari, avec des gendarmes, etc. Et de ce jour-là, elle n'a plus eu de nouvelles de ses enfants pendant, je crois, 3 semaines. Elle ne savait plus du tout où ils étaient. Le petit, il avait quoi, 2 ans. Je crois qu'elle allaitait encore. Un truc comme ça. Mais pour quelle raison? Donc je crois que c'était parce qu'elle avait porté plainte pour inceste. À la base, non, même pas. C'était un simple baiser sur la bouche de la part de l'ami du père. Elle se plaignait, la petite fille, l'aînée. Et de fil en aiguille, donc elle s'est retrouvée, donc elle ne sait plus où sont ses enfants, mais finalement, bon, ils étaient à l'ASE du Var. Et là se met le procureur, etc. Sur ordre du procureur, elle n'a pas le droit de savoir où sont ses enfants. Et finalement, ils sont placés chez le père. Et le père montre beaucoup d'accès de violence. Il y a des enregistrements très violents, en fait. Et puis, de fil en aiguille, les petits se retrouvent quand même en garde alternée chez la maman. Et qui, au fil des week-ends, la garde, elle recueille des témoignages de plus en plus incroyables et violents. Donc, elle fait plainte à remuer ciel et terre. Et puis, tout s'est retourné contre elle. C'est la folle, etc. Et donc, elle a avec sa maman, qui est avocate, et son beau-père, ils ont essayé de faire de leur possible. Voilà, vous connaissez la suite de l'histoire, j'imagine. Les enfants, Isa, de la maman, les 3 enfants ont parlé quand même d'abus rituels. Ils ont fait des dessins, ils ont décrit des choses qui rappellent un peu cela. Je crois que Dondé connaît très bien, elle a bien étudié tout ça, non, Dondé? Je laisse la parole sur ça, parce que sur tous ces détails... Sur les détails de l'affaire Ami de Lisa? Ouais, c'est un petit peu loin quand même, hein. Là, ça va faire 10 ans, mais en gros, moi, ce que j'ai bien suivi le dossier, c'est vrai qu'on a eu des révélations des enfants qui concordaient, des enfants qui étaient tout petits, et qui nous racontaient des choses que clairement ils peuvent pas inventer. Enfin, faut arrêter, quoi. Ils nous parlaient d'enfants qu'ils ont vu tuer. Ils ont parlé de sortes de, ils ont décrit ce qui ressemblait à des rituels en fait, mais sans les costumes. Ils ont décrit comment les enfants avaient été tués, et les 3 se complétaient. Hein, quand il y en a un qui oublie un détail, il y a l'autre qui complétait le détail. Enfin, bon, voilà. Et ils ont expliqué comment ils avaient été obligés à participer à ça, quoi. Voilà. Donc la mère complètement choquée, les parents, ils ont essayé évidemment, comme tout parent dans ce cas-là, de porter plainte pour viol. De là, comme ça arrive très souvent en France, on a pris les enfants à la mère pour les placer en foyer. On a classé sans suite sa plainte. Et elle, comme elle a continué à dénoncer les faits, on lui a collé une procédure pour dénonciation calomnieuse, ainsi qu'à son beau-père et sa mère. Et les enfants ont été placés chez leur père. Et à partir de là,
elle a perdu la garde, elle avait encore l'autorité parentale. Les enfants maintenant sont grands. Et alors, au niveau de la justice, ce qui s'est passé, c'est qu'en cassation, ils ont réussi à faire annuler la dénonciation calomnieuse. Donc, sur le plan judiciaire, on en est au stade où ils estiment que peut-être que c'est vrai tout ça, peut-être pas. Voilà. D'accord, C'est merci. passé pour l'affaire de Priscilla Majani. Exactement. Je voulais revenir, moi, sur les commissions, les diverses et variées qui ont été créées un peu partout. Donc, quand il y a eu le rapport Sauvé qui émane donc de ce qu'ils appellent la commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Église, donc ils ont expliqué qu'il y avait eu en 70 ans plus de 330 000 victimes. Et après, on nous porte à notre connaissance qu'il y a la création d'une deuxième commission qui s'appelle la Civise. Moi, je voulais savoir votre opinion. Pourquoi scinder en deux les victimes en deux parties? Je ne comprends pas exactement, moi, pourquoi ça a été fait comme ça. Est-ce que vous avez une opinion? Moi, j'en ai une, mais peut-être les autres veulent s'exprimer avant. Non. En fait, il y avait le Conseil de la protection de l'enfance qui avait été créé par Macron, d'ailleurs. Non, sous Hollande. Et qui avait des avis obligatoires. Bon, il avait très très peu de pouvoir, très peu de moyens, mais des avis obligatoires, et il avait fait des recommandations qui n'avaient pas du tout plu apparemment à la Macronie, puisqu'ils en ont suivi aucune, et qu'ils ont détruit le Conseil de protection de l'enfance pour nous créer la Civise, qui est très bien, qui dit des choses très intéressantes, mais dont les avis sont consultatifs. Voilà. Et qui en plus était temporaire, comme ça c'était bien clair pour tout le monde. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a affaire à un gouvernement qui joue un bonneto, en fait, avec les structures censées protéger les enfants. Après, c'est pas nouveau. Je peux raconter l'histoire du défenseur des droits de l'enfant, parce que le premier qu'ils ont fait nommer à ce poste, enfin, quand même, faut le dire, c'était Jack Lang. Ça a tellement râlé du côté des associations que finalement, ils nous ont mis... je crois que c'était Dominique Baudis. C'était pas Elisabeth Guigou? C'était pas Elisabeth Guigou qui était prévue à la tête de la commission? Non, là, je parle du défenseur des droits de l'enfant. D'accord, ok. Et effectivement, il y a eu Guigou qui a été pressenti pour ce conseil-là et effectivement, ça avait râlé. Et je crois que c'était pour la Civise. Pour Guigou, on a protesté, parce qu'elle s'est distinguée. Oui. Mais ce que Guigou, je disais, c'est à la télévision sur les CD-ROM de Zandvoort. Elle a quand même menti en disant qu'elle ne les possédait pas. Elle demande expressément aux journalistes qui la possédaient, donc notamment Serge Garde, de bien vouloir nous les divulguer. Sauf qu'on a appris plus tard que Alexandre Ben Maklouf les avait déjà depuis 2 ans. Donc, oui, bien sûr que quand on... Les CD-ROM lui avaient été envoyés à Paris par le par site Marcel Versovan. Non, par le site de Lausanne. Ah, par le site, en 98 alors, d'accord. Oui. Donc, il y a eu un mensonge évident quant à l'envoi et la réception de ce document. D'accord. Donc tu peux continuer d'onder sur ce que tu disais sur la... le défenseur des droits, en fait, ils nous ont mis, ils voulaient mettre Jack Lang en premier, le premier à ce poste-là, et donc comme les associations ont râlé, finalement ils ont mis tout bon. Et après, on a eu, quand ils ont réuni le défenseur des droits des enfants avec le défenseur des droits des adultes, là, on a eu qui? Dominique Baudis. Ça donne une vague idée de comment on perçoit la protection de l'enfance en France. Oui, complètement. Donc, je voulais conclure sur une question, peut-être pleine de sagesse ou pleine d'espoir, selon vous, concernant la presse actuelle et l'omerta. Moi, je voulais avoir votre avis. Est-ce que cette censure, c'est une autocensure? Est-ce que ça vient des directives des patrons de presse ou est-ce que c'est même encore pire? C'est la formation elle-même de journalistes qui a changé, qui n'est plus la même, et peut-être qu'on forme les journalistes différemment.
voulais avoir votre avis là-dessus. Ben, c'est une autocensure généralisée. Bah, il y a de l'autocensure, mais il y a aussi qu'ils imaginent même pas aller regarder des infos autres que les dépêches et les Oui. autres médias d'à côté, hein. Ils sont quand même bien formatés aujourd'hui, hein. Et il y a un désintérêt. Moi, je constate que je ne veux pas parler comme un vieux, mais que je ne suis pas, puisque je continue à travailler là, sur ces dossiers. Mais franchement, il y a de moins en moins d'enquêtes dans les médias, si vous regardez Ah bien. oui, Hein. ouais, ouais. Le travail d'enquête, d'investigation. Bon, sans jeter la pierre, il est vrai que beaucoup de collègues, de jeunes collègues, sont pris par le boulot quotidien et n'ont pas forcément le temps et on leur donne pas forcément l'argent pour mener des enquêtes qui peuvent prendre du temps. C'est sûr. Il y a Je voulais souligner je vais juste Excuse-moi. intervenir. Il n'y a quasiment aucune agence d'investigation en France qui donne les moyens à des journalistes de travailler vraiment en donnant des sous. Hein. Franchement, sur le terrain, tu vois. Bah, on voit bien qu'en France, de toute façon, le droit de la presse s'est restreint. Un journaliste qui voudrait travailler sur les entreprises, il va être confronté au secret commercial. Enfin, maintenant, on se fait juger au tribunal commercial au lieu d'être jugé en droit de la presse, quoi. Enfin, bon, c'est hallucinant. On est complètement hors des clous. Et la plupart des journalistes n'ont pas effectivement ni le soutien de leur hiérarchie, parce que des fois, il y en a. Moi, c'est arrivé que j'essaye de sortir des dossiers. Mais ma hiérarchie m'a dit, oui, on sait que c'est vrai, on regarde ton dossier, mais celui-là, il est trop connu, on va pas risquer du tout de publier là-dessus, quoi. Donc, il y a un plafond de verre sur un tas de sujets. Il y a beaucoup de journalistes qui l'ont tellement conscientisé et qui tiennent à leur poste et à leur salaire et qui donc vont pas déborder. Ceux qui vont déborder une fois ou deux, puis ils iront voir ailleurs en général. Et puis tu as tous ceux qui sont de toute façon, je dirais, complètement moulés dans cette espèce de pensée unique débile, tiède, mièvre, et qui tourne en boucle dans les petits milieux parisiens, quoi. Voilà. Ouais, on peut dire ça. Bon. Il y a une autocensure et une omerta. Ah ben, l'omerta, je peux en parler parce que mon premier livre, j'ai eu la chance d'être reçu par la chaîne parlementaire. Ça a été le seul média qui m'a invité. Pourquoi? Parce qu'il était édité par Contre-Culture. Moi, j'y peux rien. J'ai mis en prologue je remerciais cet éditeur d'avoir bien avoir voulu me publier parce que les 18 maisons d'édition que j'avais contactées, aucune d'entre elles n'avait voulu l'imprimer. Donc, Je coupe. L'omerta, il faut savoir, elle s'exerce sur les médias, mais elle s'exerce aussi dans le monde de l'édition. Mais mon deuxième bouquin, là, La pédocratie à la française, publié quand même la maison Faber, qui est vraiment une maison sérieuse, qui publie des bouquins de psycho, de médecine, etc., me publie et je n'ai eu droit qu'à des médias comme François ou Sud Radio. Le seul grand média qui m'avait invité, c'était France 3 pour le journal du soir. Et à la veille de l'émission, on m'a dit, ah ben non, mais l'actualité est chargée, on mettra ça un autre jour. Un autre jour, j'ai jamais été réinvité. En fait, il y a eu un coup de téléphone j'en suis sûr, pour dire, il faut surtout pas inviter cet auteur à votre émission, évidemment. Je parlais notamment à la fin, je publiais notamment à la fin d'un document qui incriminait notre ex-ministre de la Culture, Jacques Lang, et puis beaucoup d'autres choses. Dans les annexes, je publie les horreurs qui ont été commises par des témoins que j'ai rencontrés, des jeunes femmes victimes d'horreurs par des réseaux pédocriminels sanguinaires, avec des séances de satanisme.
J'ai encore des gens, il y a 2 jours, une des personnes à qui on a enlevé son enfant, victime d'inceste, m'a écrit, j'ai eu du mal à finir votre livre, je peux pas croire que des hommes puissent faire des choses pareilles. Vous vous rendez compte? Le Monde à qui j'avais envoyé la réaction Fabrice Burgot sur qui m'a dit, je l'interroge, il me dit c'est malhonnête ce qu'a fait France 2. Je l'ai envoyé à tous les médias que je vous ai cités, hein. Le Monde, Libé, l'Obs, Paris Match. Aucun n'a publié sa réaction, aucun n'a essayé d'enquêter sur les réactions des principaux concernés par Outreau sur ce travail abominable de France 2. Non, c'est clair, ils se sont contentés de répéter bêtement la même version. Et aujourd'hui, on a encore des gens qui pontifient sur le fiasco d'Outreau. Alors, je confirme que c'est un fiasco, mais alors pas du tout dans le sens où ils l'entendent, hein, par exemple. Ben oui, mais on est des complotistes. Dès que mon Oui, ils livre avaient même traité de négationniste et de révisionniste, je m'en rappelle. Et moi, je leur retournais le compliment, hein, au Dupond-Moretti et compagnie. Hein. Oui, oui. Jacques, tout à l'heure, tu as évoqué le CID. Il me semble que tu as intégré pendant un temps l'association Le CID. C'était quoi le rôle de délégué comme rôle? Ça consistait en quoi? Ben, à publier, à faire des enquêtes, ce que je fais sur Facebook et puis LinkedIn, puisque j'ai perdu l'accès à mon blog qui avait beaucoup de succès. On a oublié de le renouveler lorsque le délai est arrivé, et un petit malin, sûrement un des ennemis de ce que j'écrivais, a racheté mon contenu. Le blog, c'était Jacques Thomet tout attaché. Il a racheté ton nom de domaine, pas le contenu quand même. Il a racheté le nom de domaine. Oui. jacquesthomet.com. Tu vois un truc, c'est toujours pareil et c'est pas moi. Moi, il y a un truc qu'il faut que je dise aussi, c'est que, alors j'ai pas eu de procès, mais alors moi, ce qu'ils font avec mon blog, c'est qu'ils enlèvent les articles des brouillons et du blog. Et le premier qui m'ont enlevé comme ça, c'était l'article sur Borello et les tournelles. Et Macron n'était même pas encore élu, c'était pendant la campagne électorale. Je sors ça, moins de 10 jours après, il l'avait supprimé. Je vais dans mon interface, je le retrouvais même plus dans les brouillons, quoi. Voilà. Je te jure, et depuis, ils le font régulièrement. Ils m'enlèvent même des vieux articles qui datent d'il y a 5 ou 6 ans. Là, ils m'avaient retiré les 2 sur Epstein, par exemple. Les gens, ils me font, bah, t'as enlevé les articles sur Epstein? Bah non. Et il faut que j'aille dans Web Archive pour aller les récupérer, les remettre. Oui. C'est un délire. Incroyable. Ouais. Il n'était pas encore élu, mais c'est lui qui lançait Macron. Bah, en tout cas, ce que je me suis dit, c'est que ça allait être long les 5 prochaines années, quoi. Et là, tu cites Borello, mais Borello, par exemple, la Civise, donc Charlotte Cobel, s'est déplacée plusieurs après-midi avec Jean-Marc Borello dans son association SOS Drogue dans le cadre de la Civise. Là, il y a un petit souci là. Ouais. Tu parles d'autocensure, de censure, de mensonge. Moi, il faudrait quand même parler de libération. Vous avez vu quand même qu'ils ont fait, dans les années 2010, leur autocritique, ils ont fait les checks. Mais est-ce qu'on a bien dit des trucs pédophiles? Oui, c'est pas bien. Ouais. Oui, mais ils n'ont pas été jusqu'au bout parce que le fameux Serge July, cofondateur avec Sartre du Canard, de Libération, journaliste à Libération, Christian Aignon se fait arrêter en 1997 au Cambodge, dans une chambre d'hôtel, en présence de 5 ou 6 mineurs. Il est arrêté, mis en prison, puis expulsé en France. En fait, depuis pas mal de temps, il venait au journal avec un enfant de 10 ans, et cette relation s'est poursuivie. Et en fait, cet enfant, eh bien, il le violait, comme ce garçon, devenu adulte,
l'a révélé dans un livre qu'il a écrit qui s'appelle Un petit tour en enfer. Ce garçon s'appelle Franck Desmules. Son livre donc a été publié et tenez-vous bien, Laurent Geoffrin était alors directeur du journal. Le journal n'a publié aucune ligne sur la sortie de ce livre. Évidemment, qui racontait, qui mettait en cause l'attitude de toute l'équipe de Libération et évidemment en premier de son prédateur, Christian Aignon. Ouais, c'est très intéressant que tu as évoqué ça, Jacques, parce que effectivement, ils balayent pas beaucoup dans leur cours. Ils ont beau, effectivement, Libération revenir sur ces articles du passé, surtout cette photo, enfin ce dessin d'une petite fille avec un adulte, et les pétitions qui ont circulé sur leur journal, n'empêche que voilà. Oui, une petite fille en train de faire une fellation à un adulte. Voilà, je ne l'ai pas dit, mais c'est ça, exactement. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur comment vous avez perçu, par rapport à vos expériences et votre travail, l'accueil de vos articles sur les réseaux pédocriminels? Moi, ce que je vois, c'est que c'est... Bon, Dondé va nous le dire, excusez-moi. C'est très bien reçu. Il y a pas de mise en cause, mais l'audience est quand même limitée, il faut bien le dire. Et parfois, je suis comme toi. Parfois, je me demande si ça vaut le coup de continuer. Hein. Moi, pour ma part, j'ai fait plutôt un travail de fourmi qui a consisté à faire des comptes rendus d'audience. Et je pense que ça les dérange énormément, vu l'accueil qu'on a eu, parce que effectivement, comme disait Dondé tout à l'heure, sur le terrain, on nous traque, mais il faut voir comment quand même. Hein. Quand c'est pas l'absence de micro, parce que par exemple pour l'affaire Majani, il n'y avait carrément pas de micro, on n'entendait rien. C'était hyper bruyant, il y avait des petites salles, enfin, c'était inadmissible, quoi. Vraiment, tout était fait pour que justement le public ne voit pas ce qui se passe dans le secret des murs et des tribunaux. Et ce qui se passe là, c'est exactement ce que dit le rapport de l'ONU tout récent, là, que très peu de journalistes relaient, alors que ça devrait faire la une de tous les journaux. C'est-à-dire que la France continue, comme il y a 20 ans, comme le disait le rapport Juan Miguel Petit, continue à violer son devoir d'assistance à la personne en danger, continue à violer son principe de précaution envers les enfants qui appellent à l'aide, continue à violer le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant, continue à nier la parole de l'enfant, à partir de l'affaire Outreau, comme tu le décris très bien, avec cette, voilà, qui pose des questions vraiment en termes d'impartialité des juges. Donc on ne peut que se poser la question sans être complotiste, au bout d'un moment. Évidemment, donc là il faut réagir, et je pense que là notre sursaut maintenant, c'est que les citoyens deviennent tous des journalistes, comme on fait tous là. Chacun des petits grains de sable, chacun à notre niveau, comme on fait tous, qu'on s'encourage, qu'on s'entraide, qu'on fasse comme vous faites là. Et d'ailleurs, je vous remercie beaucoup, vraiment. Et félicitations à vous tous, quoi. Voilà, je ne peux que vous soutenir et dire à tout le monde, soyez tous, allez tous soutenir les mamans qui appellent à l'aide, parce que les mamans, c'est leurs enfants dont on nie la parole. Et aller dans les tribunaux, voir ce qui se passe et pourquoi la France continue à être pointée du doigt par des experts de l'ONU pour dire qu'il y a un problème en termes d'impartialité des juges. Il y a des dysfonctionnements de la justice. Est-ce que la justice est là pour protéger les victimes ou le pédocriminel? Je vous pose la question. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, il faudrait vraiment que les gens aillent dans les tribunaux. Nous, quand on assiste à notre premier procès pour pédocriminalité, on appelle ça un dépucelage judiciaire. C'est un peu vulgaire, mais c'est à la hauteur de la violence du truc, quoi. Parce que on y arrive on nous explique que la justice, ça représente la société, que les victimes doivent porter plainte, que la justice condamne les méchants, etc. Quand on ressort d'un procès pour pédocriminalité, on s'aperçoit que ça se passe pas du tout comme ça, en fait. On a l'impression que celui qui dérange, c'est pas du tout le pédo, c'est le gamin.
et son parent quand il essaye de le protéger, quoi. La chose qui peut les perturber, effectivement, c'est qu'il y ait des gens dans la salle. Et pour l'avoir fait, et des fois on n'était que 2 ou 3 dans la salle, et c'est des procès qui passent tard, donc on était vraiment plus que 2 ou 3 dans la salle pour soutenir la mère. Déjà ça les dérange. Si en plus on prend des notes et qu'ils savent qu'ils vont avoir droit à des articles de blog et sur les réseaux sociaux, ça les dérange encore plus, et ils ont un peu moins les mains libres que si la mère elle était toute seule à se faire aligner par des juges, quoi. Et voilà, ce que je tiens à dire aussi, c'est que tout ça, c'est que du décorum. Ça fait partie de ce qu'on inculque aux gens, c'est-à-dire qu'il faut respecter les institutions, qu'elles sont légitimes, voilà. Bah, il faut aller voir dans les tribunaux où ils osent encore rendre la justice au nom du peuple français, bah, que le peuple français aille voir comment ça se passe, quoi. Alors, ok, la justice est indigente, ok, on a des juges complètement mal formés. Il faut quand même savoir qu'on a eu des Paul Bensoussan, spécialistes du SAP, qui a été formé les magistrats. Donc, on s'étonne pas qu'on ait eu des procédures complètement nazes où le SAP servait de bouclier à pédophiles. Mais n'empêche, il y a aussi du copinage, il y a aussi beaucoup de lâcheté, il y a probablement beaucoup de réseaux aussi qui traînent dans les couloirs de la justice. Donc voilà, tout ça, ça fait qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé la Civise, on a moins de 3% de plaintes pour viol sur mineur qui débouchent sur une condamnation du pédo pour viol sur mineur. Donc ça veut dire que selon la justice française, on a 97% d'enfants menteurs. Or, on a des études au Canada et ailleurs qui parlent de 2 à 4% d'enfants menteurs. Et encore, menteurs, en général, c'est beaucoup des problèmes d'interprétation. Mais bon. Donc, qu'est-ce qui se passe avec le gap, là? On sait dire qu'on laisse 90% des pédos dans la nature. Voilà. Et d'après la CIVIS, je crois qu'il y a 75% ou 73% des plaintes qui sont classées sans suite de violence sur les ouais, c'est ça à peu près, ça dépend des années, mais c'est entre 72 et on est arrivé à 76-77%. Ouais. Très peu, finalement, on arrive à une impunité totale. Ouais, moi, j'ai entendu dans des dossiers où le père qui se sépare de la mère lui dit je vais m'en prendre aux enfants, comme ça tu perdras la garde. Moi, j'ai des cas où ils attaquent les gamins après, en sachant que les gamins vont parler, que la mère va porter plainte et qu'elle perdra la garde. Ils brandissent l'arme de la dénonciation calomnieuse. Ouais. Et de la mère qui en veut à l'image du père, et de la mère trop fusionnelle. C'est hyper grave ce qui se passe dans les tribunaux. Inadmissible. C'est pour ça que les gens doivent aller dans les tribunaux et devenir des journalistes. Chacun est... Ouais, mais attends, les tribunaux, c'est une chose. Mais à la base, avant les audiences de procès, il y a tout ce qui se passe chez les juges aux affaires familiales, les juges de l'enfance, et ça, je peux vous dire, c'est pas piqué des hannetons, hein. C'est à huis clos, ça, ouais. Alors là, tous les dossiers en cours que j'ai dans les mains, c'est atroce, là. Le JAF, ouais. Oh là là, il y a des affaires familiales qui placent à tour de bras chez les pédos, ouais. Ils écoutent qui pas. place chez les pédos, le procureur qui classe sans suite les plaintes de la mère. J'en ai un, il a jamais ouvert même pas une enquête préliminaire, hein, même avant l'information judiciaire, même pas le minimum vital, rien, classement sans suite. De base de précaution, d'assistance à personne en danger. Non, il y a quelque chose qui est terrible. Non, là, ça pointe du doigt l'impartialité de la justice. On est obligé de se poser la question. Et se protéger aussi quand on se pose des questions, n'est-ce pas? Et puis d'ailleurs, la plupart ne respectent pas l'obligation de respecter la procédure d'audition de l'enfant audiovisuel. Mélanie. La procédure Mélanie. J'en crois un caressant, mais la caméra se trouvait sur la figure pratiquement de l'enfant. Vous imaginez de l'enfant qui devait parler. La policière était en tenue de policier. Tout est fait pour faire peur à l'enfant et
et l'empêcher de révéler. Et en plus, la même policière traitant l'enfant de menteur. Attends, on a mieux. On a dans la C'est pas tous les cas. Hein. Il y a des gendarmes et policiers admirables dans le recueil de la parole. Non, non, mais je vous cite un cas tout à fait récent. Un cas récent. Dans certaines affaires emblématiques, comme l'affaire Majani. Ah ben Majani, oui. Le même policier qui est venu amener la maman en garde à vue, etc. Voilà, qui est derrière toute l'affaire, toute la procédure, entend la petite fille 2 fois. La première journée, donc déjà je crois qu'elle dit qu'elle est fatiguée, etc. Et le lendemain, il lui pose encore plein de questions et on sent qu'il attraque plein de questions. Et il lui pose une question un peu piège. Alors, tu me reconnais? Et elle est fatiguée, la petite, elle a 5 ans. Quoi. Déjà la veille, elle a tout raconté. Donc, je suis fatiguée. Puis, je pense pas que ce soit bien dans les cordes de la procédure Mélanie de faire ça. Mais bon. Et puis bon, et là elle dit non, je te reconnais pas. Camille elle dit non, je te reconnais pas. Ah, ben vous voyez, elle se trompe, elle ment. Voilà comment on dit que Camille se ment. C'est hallucinant, hein, l'affaire Majani, hein, comment il trompe. Ah oui, ben. Mais ça y est, la fille de Priscilla Majani est majeure depuis le mois dernier. Oui, merci mon Dieu, enfin, qu'il faut protéger. Donc, Majani, il y a aussi la vidéo qui arrive peut-être un peu tard, dans les 2014, je crois, mais de la petite Camille et de sa maman qui témoigne et qui dit bien. Qui raconte toute la procédure bien clairement, parce que Mme Majani, c'est pas n'importe qui, elle est ingénieur de l'armement, capitaine de l'armée française. Mais soumise au secret d'État de la défense. Donc, voilà. Et donc, ce qu'elle raconte, c'est juste incroyable. Elle raconte sa garde à vue, donc elle témoigne devant la caméra de Stan Maillot, et elle dit il se passe quelque chose, là vraiment quand je suis sortie de garde à vue, il se passe quelque chose, ça tourne pas rond au parquet, cet endroit. Donc elle comprend qu'il faut vraiment qu'elle parte. Et dans cette vidéo, Stan Maillot interroge la petite fille qui a à l'époque, elle a 5 ans, donc elle réitère ses propos, et on voit bien que c'est des propos libres, enfin, on sent que c'est qu'elle raconte librement. Que c'est équilibré, quoi. Il n'y a pas de doute. Et malgré ça, Priscilla Majani est encore en prison. C'est juste incroyable. Mais oui, des Camille, il y en a plein, et en fait, et des mamans protectrices qui veulent les protéger. Priscilla a fait le choix de partir, elle a réussi à tenir quand même plusieurs années, donc c'est vraiment très courageux, mais tout le monde ne peut pas le faire, donc c'est vraiment... c'est délicat et des fois c'est une fenêtre de tir qui est très courte entre des procédures qui arrivent, une maman qui ne connaît même pas comment se passe l'étau qui se resserre dans ces procédures et quelle décision on peut prendre, quand, comment, enfin c'est compliqué. Hein. Oui, mais n'oublions pas le phénomène des mamans françaises, le phénomène suisse, hein, connu en Suisse. D'ailleurs, Priscilla Majani en est l'exemple. Toutes les deux, elles ont réussi à rester une dizaine d'années. Enfin, je ne sais pas combien de temps il y a tout le monde là, mais enfin, en tout cas, il y a eu une protection de la part des gens qui connaissent le phénomène de ces mamans françaises qui fuient la justice pour protéger leurs enfants. C'est un phénomène connu. Et ça, notamment, c'est un avocat de CID qui me l'a dit, le CID de l'association suisse, quoi. Oui, mais ça a terminé en 2002. Oui, il y en a beaucoup qui se sont fait récupérer par les autorités françaises à cette époque-là, ouais. En tout cas, bravo pour tout votre travail. Et on vous remercie avec Grain de Sable d'avoir été présent ce soir pour nous raconter toutes vos expériences en tant que journaliste et ce à quoi ça aboutit. C'est-à-dire que vraiment bravo, Donde, pour ton site à Donde Vamos. N'hésitez pas à aller voir. On positionnera le lien. Voilà, on mettra le lien. Il y a aussi un site dont on voulait parler, Pédopolis aussi, qui relate qu'au moment de l'affaire du procès Outreau à Rennes en 2015, il y a jour par jour tous les comptes rendus d'audience qui ont été écrits par plusieurs personnes et qui sont disponibles sur le site de Pédopolis.
Ah oui, puisque tu en parles, je tiens personnellement à rendre hommage à ce site Pédopolis. Je connais son activiste, si j'ose dire, parce qu'il est très actif. Et je vous signale que lui, c'est dès 2015 qu'il avait découvert le livre noir de Jeffrey Epstein. Bah, j'en avais parlé à cette époque-là aussi, hein, d'Epstein. Ouais. Ouais. Ah, t'en avais parlé à Il l'époque. venait de se faire griller, en fait, enfin, pas mal, quoi. Il y a toute la vieille affaire qui ressortait Bah oui, parce il avait fait de la prison, mais vers 2000. très Ouais. courte, en Ouais. 2008. Ouais. Donc on l'a invité, hein, Pédopolis. Malheureusement, il n'a pas pu être avec nous ce soir. Ah, c'est dommage. Ce sera pour une autre fois. Voilà, là, on pourra prévoir une autre soirée où il pourra nous faire part aussi de ses expériences. Donc, je te laisse conclure, Grain de Sable. En tout cas, merci à vous trois d'être présents. Et voilà, je vous souhaite Merci bon pour courage. l'invitation, en tout cas. Ben, merci à vous. Merci Jacques, merci Isa, merci Dondé, merci Colombe pour ces excellentes questions. Et puis oui, on est tous des petits grains de sable, hein, comme disait Isa tout à l'heure. Et si le peuple daigne se réveiller, bah, les petits grains de sable, ça peut former des dunes. Et je pense que c'est peut-être la seule solution. Il faut qu'on forme des dunes pour y arriver. En tout cas, merci beaucoup. Très bonne fin de journée à vous. Merci. Bonne Au soirée. revoir. Au revoir.